Et si je vous disais que certains aliments que vous mangez chaque matin, en pensant qu'ils vous sauvent la vie, sont peut-être en train de l'abréger silencieusement? J'ai vu trop de corps s'éteindre lentement. Par ignorance bienveillante, vous êtes sûr de savoir ce que vous mangez? Aujourd'hui, à la retraite, après plus de 40 ans à ausculter, écouter, rassurer et soigner, je me tiens devant vous, non plus avec un stéthoscope, mais avec des souvenirs, des regrets et des vérités que personne n'ose vraiment dire à voix haute. Si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, mais parce qu'il y a une réalité silencieuse que j'ai vue se répéter encore et encore. Ce ne sont pas les maladies qui tuent nos anciens le plus souvent, ce sont les fausses croyances. Je me souviens très clairement de ce matin glacial où Monsieur Marcel, 64 ans, est arrivé en urgence à mon cabinet. Il transpirait, ses mains tremblaient, ses jambes ne le portaient plus. Sa tension était basse, presque critique, mais sa glycémie, elle, explosait les plafonds. Une contradiction apparente. Et pourtant, je savais. Je le savais avant même de lui poser la question fatidique. « Qu'avez-vous mangé ce matin, Monsieur Marcel ?» Il a souri, avec la fierté naïve d'un élève appliqué, des flocons d'avoine instantanés, avec un peu de sucre brun. Comme on dit que c'est bon pour le cœur, docteur, c'est à cet instant précis que j'ai ressenti ce que je ressens encore trop souvent, une forme de tristesse mêlée à la colère silencieuse. Marcel ne voulait pas mal faire, il voulait vivre mieux, vivre plus longtemps, comme tant de seniors que j'ai rencontrés. Mais il ne savait pas que son petit déjeuner, en apparence innocent, était en réalité en train de saboter son pancréas, d'user ses dernières réserves de régulation glycémique et de l'amener lentement, mais sûrement, vers le diabète. Et il n'est pas seul. Vous êtes peut-être dans la même situation, ou votre père, ou votre mère. Car aujourd'hui, dans cette ère saturée d'informations bienveillantes, on oublie de dire ce qui dérange. Ce qui est bon ne l'est pas toujours, surtout pour un corps vieillissant. On vante les bienfaits de l'avoine partout, dans les revues santé, sur les blogs de nutrition, à la télévision. On la qualifie de super aliment, riche en fibres solubles, excellente pour le cholestérol, rassasiante. Et tout cela est vrai, mais seulement dans certaines conditions. L'avoine instantanée, celle qui se prépare en 2 minutes à l'eau chaude, a subi tant de transformations qu'elle n'est plus vraiment de l'avoine. Les grains ont été précuits, aplatis, séchés, transformés en une sorte de poudre rapide à digérer. Mais le problème, c'est justement là, elle se digère trop vite. Saviez-vous que l'index glycémique des flocons d'avoine instantanés est de 83? C'est plus que le pain blanc, 70. Cela signifie qu'à chaque cuillerée, votre taux de sucre dans le sang grimpe en flèche, et quand cela arrive, le pancréas doit réagir en urgence, libérer une quantité massive d'insuline pour ramener le taux à la normale. Et il recommence chaque matin, jusqu'au jour où il n'y arrive plus. Chez les jeunes, le corps compense. Chez les personnes âgées, le pancréas est déjà fatigué, lent, affaibli. Une attaque par jour, même minime, devient une usure chronique. Et ce qui devait vous protéger devient la cause même de votre épuisement, de vos vertiges, de vos fringales incontrôlées, de votre glycémie instable. Je me rappelle d'un autre patient, Henri, 66 ans. Il voulait perdre du poids. Chaque matin, il mangeait de l'avoine rapide, pensant tenir jusqu'au déjeuner. Il a perdu 3 kilos, oui, mais il a aussi perdu sa vitalité. Il avait constamment faim, se plaignait de douleurs à la tête, d'un esprit embrumé. Je lui ai simplement conseillé de changer 3 choses. Remplacer l'avoine rapide par des flocons d'avoine entiers à cuisson lente. Ajouter un œuf dur ou une portion de fromage doux. Ne jamais manger de céréales seules à jeun. En 3 semaines, il n'avait plus faim à 10 heures. Son esprit était plus clair. Et ses analyses de sang montraient enfin une glycémie stable. Rien de spectaculaire, juste le résultat d'un changement de regard, d'une petite vérité oubliée. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui, avec tout mon cœur de vieux médecin. À partir d'un certain âge, ce n'est plus ce que vous mangez qui est important, mais comment et sous quelle forme vous le mangez. L'avoine peut vous faire du bien, oui, mais à condition de la respecter, de la choisir entière, non précuite, de la cuire doucement, longuement, de l'accompagner de protéines pour ralentir son absorption. Et de l'écouter surtout, car votre corps vous parle. Encore faut-il cesser de le faire taire avec de fausses promesses de santé rapide. Ne croyez pas tout ce qu'on vous vend comme diététique.
Faites preuve de discernement. Et surtout, faites confiance à votre corps. Il ne ment jamais. Si ce début de vérité vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces mots ou que vous pensez à un proche, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, car je continuerai à y partager sans filtre, sans marketing, les savoirs d'une vie de médecine au service de votre santé réelle, pas de votre écran publicitaire. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question simple mais essentielle. Une question qui en dit long sur votre relation à votre propre corps. Si vous deviez choisir un petit déjeuner demain matin, lequel prendriez-vous? A. Un bol d'avoine instantanée, sucrée, chaude et rapide. B. Une portion d'avoine entière cuite lentement avec un œuf et un peu d'huile d'olive. Répondez en commentaire, A ou B, et surtout, dites-moi pourquoi. J'ai hâte de lire vos réponses. Pendant plus de 40 années, j'ai observé des corps, mais aussi des habitudes, des croyances, des traditions alimentaires qui semblaient anodines et qui, peu à peu, détruisaient la santé de ceux qui y tenaient le plus. Aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est plus en blouse blanche, mais avec l'humilité d'un vieil homme qui a vu trop de douleurs s'installer là où il suffisait parfois, d'un simple changement de légumes dans l'assiette. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Colette, 67 ans, ancienne institutrice, vive d'esprit, douce et disciplinée dans tout ce qu'elle entreprenait. Elle vivait seule, à Nîmes, dans une petite maison entourée de vignes et de souvenirs. Sa cuisine était impeccable, colorée, végétale. Elle ne mangeait ni viande rouge, ni produits transformés. Et pourtant, chaque matin, elle se levait avec les articulations en feu, les doigts engourdis, le dos raide, les genoux comme rouillés. Aucun rhumatologue n'avait su mettre un nom précis sur ses douleurs. Arthrose légère, disait-il. Mais moi, en l'écoutant raconter ses menus du quotidien, j'ai su. J'ai su que le problème n'était pas dans son squelette, mais dans ses légumes. Tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre. Elle les aimait tous. Les soirs d'été, elle faisait même une ratatouille froide, un plat qu'elle appelait son remède anti-fatigue. Et chaque fois qu'elle en mangeait, elle dormait mal. Elle se réveillait plus lourde, comme si son propre corps devenait hostile. C'est là que je lui ai parlé d'un mot que peu de médecins osent aborder avec leurs patients âgés. Les lectines, ces protéines végétales produites naturellement par les plantes, ne sont ni des toxines ni des poisons au sens strict. Ce sont des outils de défense, car les plantes, à défaut de pouvoir courir ou mordre, développent donc des mécanismes subtils pour se protéger des prédateurs, et l'homme en fait partie. Les lectines se fixent aux parois de l'intestin, y provoquent de minuscules irritations, entravent la digestion, gênent l'absorption de certains nutriments. Chez les plus sensibles, elles peuvent même générer une inflammation de bas grade, silencieuse, chronique, qui se manifeste par des douleurs articulaires, une fatigue persistante, des troubles digestifs, voire des déséquilibres immunitaires. Rien de spectaculaire, mais assez pour rendre le quotidien lourd, usant, flou. Quand j'ai proposé à Colette d'arrêter pendant 1 mois tous les légumes de la famille des solanacées, tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, elle a froncé les sourcils. Ces aliments étaient au cœur de sa cuisine méditerranéenne, mais elle a accepté, par curiosité, par confiance. À la place, je lui ai conseillé des légumes racines cuits longuement, des courges, des blettes, des carottes, des brocolis vapeur, avec un filet d'huile d'olive. Rien d'exotique, rien de compliqué. Seulement une invitation à la simplicité bienveillante. 18 jours plus tard, elle m'a téléphoné. « Docteur, je n'ai pas eu de douleur ce matin, ni cette sensation de brouillard. C'est comme si on m'avait lubrifié de l'intérieur. » C'était exactement ça. En réduisant sa charge inflammatoire invisible, elle avait libéré son corps de ses chaînes invisibles. Je ne dis pas que les légumes sont nédéniques sont mauvais, je dis qu'ils ne sont pas tous bons pour tous, et surtout qu'ils ne sont pas bons de la même manière à 20 ans qu'à 70. Le système digestif vieillit, la paroi intestinale devient plus fragile, le microbiote plus instable, et ce qui passait inaperçu autrefois devient une source de désordre. Mais la bonne nouvelle, c'est que les lectines sont sensibles à la chaleur et au temps. Elles peuvent être neutralisées. Nos grands-mères le savaient. Elles faisaient tremper les haricots une nuit entière. Elle cuisait lentement, longtemps,
dans des marmites lourdes, sans chercher la rapidité. C'était leur instinct, c'était la sagesse du feu doux. Aujourd'hui, on veut tout cuire vite, à feu vif, à la vapeur express. Mais certaines protéines végétales ne se soumettent qu'au temps. Et c'est précisément cela que j'essaie de transmettre. Il faut réapprendre à cuisiner comme on soigne une blessure, avec patience, avec attention, avec respect. Je me souviens aussi de Monsieur Antoine, 70 ans, ancien jardinier de la ville d'Avignon. Il adorait les haricots rouges. Il en mangeait 3 fois par semaine. Il les faisait cuire al dente pour garder le croquant. Mais il souffrait de ballonnements constants, de douleurs abdominales, de fatigue inexpliquée. Quand je lui ai suggéré d'utiliser un autocuiseur, de tremper les haricots au moins 12 heures, puis de les cuire longuement, il m'a regardé comme si je lui proposais un sortilège. 3 semaines plus tard, il riait. « Vous m'avez redonné mon ventre d'il y a 20 ans, docteur. » Ce n'est pas de la magie. C'est simplement le respect des mécanismes invisibles de la nature. Car voyez-vous, le problème n'est pas la plante, ni la personne. Le problème, c'est le manque d'accord entre les deux. Une plante qui défend son intégrité. Un intestin qui demande la paix. Il faut les réconcilier. C'est pourquoi je recommande aux personnes âgées de limiter les aliments riches en lectine s'ils souffrent de douleurs chroniques, de troubles digestifs ou d'immunité fluctuante. Tremper les légumineuses longtemps avant cuisson. Privilégier les cuissons lentes, douces, au lieu des plats al dente à l'européenne. Observer leur corps. Une douleur, une fatigue, un brouillard mental sont parfois la seule voie dont le corps dispose pour dire « je ne tolère pas ça ». Je le répète encore une fois, je ne suis pas venu vous imposer un dogme. Je suis venu vous proposer un regard, une clé, une autre façon d'habiter votre vieillesse. Parce que la souffrance n'est pas une fatalité. Parce que le silence du corps mérite d'être écouté avec autant d'attention que ses cris. Et si vous avez reconnu dans les mots de Colette ou d'Antoine un peu de votre propre histoire, alors peut-être est-il temps d'essayer, vous aussi, ce petit pas de côté. 1 mois sans tomates, sans poivrons, sans haricots secs mal cuits, juste pour voir, juste pour ressentir. Vous pourriez être surpris. Parfois, la lumière revient par des chemins très simples. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante ? Un vieux médecin désormais retiré du monde hospitalier, mais dont l'oreille n'a jamais cessé d'écouter les récits de ses patients. Si j'ai appris une chose au fil des années, c'est que les poisons modernes sont rarement ceux que l'on croit. Ils ne sont plus cachés dans des bouteilles, ni dans des médicaments interdits. Non, aujourd'hui, les poisons les plus insidieux portent des étiquettes rassurantes, des slogans bio, des couleurs naturelles et un goût de noisette qui réconforte. C'est une conversation banale qui m'a ramené à cette vérité. Une patiente, Madame Jeanne, 68 ans, toujours souriante, m'avait confié qu'elle avait trouvé le snack parfait pour éviter les petits creux. Une cuillère de beurre de cacahuète chaque matin et une autre le soir. C'est plein de bonne graisse, docteur. Et ça m'aide à tenir jusqu'au dîner. J'ai souri, bien sûr. Mais à l'intérieur, une alarme s'est allumée. Le mois précédent, ces analyses montraient un cholestérol LDL en hausse, des enzymes hépatiques troublées. Son poids n'avait pas bougé, mais elle parlait de fatigue, d'une digestion plus lente, d'une peau moins lumineuse. À première vue, rien d'alarmant. Mais pour moi, chaque petit détail comptait. Et je savais que ce pot de beurre de cacahuète, si anodin en apparence, pouvait être une source de déséquilibre métabolique profonde. Car la cacahuète n'est pas une noix, comme beaucoup le croient. C'est une légumineuse, une plante riche en lectine, ces fameuses protéines dont j'ai déjà parlé, mais aussi en acide phytique, un inhibiteur d'absorption du fer, du calcium, du zinc. Et ce n'est pas tout. Le beurre de cacahuète vendu dans le commerce contient rarement des ingrédients simples. En lisant l'étiquette, on découvre souvent une liste cachée. Huile de colza raffinée, sucre ajouté, arômes artificiels, stabilisants, voire même graisse hydrogénée. C'est cela, le cœur du problème. Nous croyons manger une pâte de cacahuète, mais nous avalons en réalité un mélange de corps étrangers que notre organisme, surtout après 60 ans, peine à reconnaître et à métaboliser. J'ai eu la même surprise en étudiant les effets d'autres graines dites saines, chia, lin, chanvre. Ces graines sont en effet riches en oméga 3, notamment en acide alpha-linolénique, réputé bénéfique pour le cœur et le cerveau. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ces oméga 3 sont extrêmement fragiles, oxydables en quelques heures seulement.
dès qu'ils sont moulus ou exposés à la lumière et à l'air. Autrement dit, lorsque vous achetez des graines de lin déjà moulues, bien rangées dans un sachet depuis plusieurs semaines, vous n'achetez plus de bons acides gras. Vous achetez au mieux une fibre inerte, au pire des lipides oxydés qui favorisent l'inflammation dans vos vaisseaux. Je me rappelle d'un autre cas. Monsieur Lionel, 61 ans, mangeait chaque matin un porridge avec une cuillère de graines de lin qu'il faisait tremper la veille. Il pensait agir comme les nutritionnistes du web le recommandaient, mais il avait acheté son paquet déjà moulu depuis 3 mois, dans une grande surface. Il l'ouvrait, le refermait, le gardait à température ambiante. Résultat, ballonnement, fatigue postprandiale, douleur diffuse. Il croyait que c'était l'âge. C'était simplement le produit oxydé qui altérait sa digestion et irritait son système immunitaire. Quand je lui ai conseillé d'acheter uniquement des graines entières, de les moudre juste avant usage, de les conserver au réfrigérateur dans un pot hermétique, il a vu les symptômes disparaître en moins de 2 semaines. Pas de médicaments, pas de régime drastique, juste une compréhension plus fine de la vie fragile contenue dans une graine. Je ne blâme pas ceux qui mangent des graines ou du beurre de cacahuète. Moi-même, j'en ai recommandé pendant longtemps, mais à un moment, j'ai compris que ce qui était bon dans un aliment n'était pas seulement sa nature, mais sa transformation, sa fraîcheur, sa manière d'être utilisé, et surtout la capacité du corps à l'assimiler. Et il faut le dire, avec l'âge, notre métabolisme devient plus exigeant. Ce que nous tolérions à 30 ans devient parfois un fardeau à 70. Les graisses rancies, les excès d'acides gras instables, les additifs dans les beurres industriels, tout cela devient une charge pour le foie, un stress pour les vaisseaux, un poison silencieux pour la mémoire. Mais il existe des alternatives, des solutions simples, accessibles. Faire soi-même son beurre de cacahuète, à partir de cacahuètes grillées à sec, sans huile, sans sucre. Choisir des beurres d'amande, de noisettes ou de noix de cajou, mais uniquement ceux avec un seul ingrédient, une seule graine, rien de plus. Ou mieux encore, varier les sources. Un œuf, un peu d'avocat, une poignée de noix trempées et séchées à basse température. Car ce n'est pas la graisse qui est mauvaise, c'est le mauvais usage des graisses. Je termine souvent mes consultations avec une phrase que mes patients connaissent tant bien. Le cœur et le foie ne vous demandent pas de manger parfait. Ils vous supplient de ne pas les épuiser chaque jour avec ce que vous croyez être bon. Et je vous la confie à vous aussi aujourd'hui, parce que je crois qu'à notre époque, la vraie médecine commence dans la cuisine. Et que chaque cuillère de beurre végétal, chaque graine qu'on met dans son bol peut devenir soit un soin, soit un fardeau. Si vous sentez que certains de vos aliments santé vous rendent fatigué, lourd, confus, alors ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas, expérimentez, changez, observez. C'est là que commence la sagesse alimentaire. Souhaitez-vous que je vous raconte la suite ? Nous n'avons pas encore parlé de ce fléau silencieux qui se cache dans votre réfrigérateur derrière un mot inoffensif, mayonnaise. Mais ce sera pour la prochaine fois. Je le resterai jusqu'à mon dernier souffle, même si ma blouse blanche est accrochée depuis longtemps au fond d'une armoire. Aujourd'hui, c'est en tant que témoin du réel que je vous parle, avec la voix d'un homme qui a vu trop de patients souffrir non pas de maladies fatales, mais de petites habitudes apparemment anodines. Ce sont ces habitudes, ces gestes quotidiens si banals, qui, insidieusement, altèrent la santé des personnes âgées. Et parmi elles, il en est une que j'ai rencontrée si souvent, si banalisée, que j'ai longtemps hésité à y croire moi-même. La consommation régulière de sauces industrielles, light ou légères, bourrées de promesses et vidées de bon sens. Je me souviens de Gérard, 71 ans, ancien facteur à Toulouse, toujours énergique, passionné de cuisine. Il était fier de me dire qu'il avait abandonné les fritures, le beurre au beurre, les viandes grasses. Il préparait ses légumes vapeur, ses céréales complètes, ses salades colorées. Et pour rehausser le goût, il ajoutait juste un filet de mayonnaise allégée ou une cuillère de sauce sans gras. Rien de grave, docteur, ce n'est que de la sauce. Et c'est marqué « bon pour le cœur ». Mais en regardant ses analyses de sang, son foie en disait autrement. Ses enzymes hépatiques grimpaient lentement, son cholestérol restait déséquilibré malgré ses efforts, et sa tension artérielle oscillait sans raison apparente.
Il dormait mal, se plaignait de maux de tête diffus, d'un inconfort digestif persistant. Et toujours, il ne comprenait pas. Il faisait tout bien. Alors, je lui ai demandé de me montrer ce qu'il utilisait. Une bouteille de mayonnaise sans sucre, sans gras saturé, avec une étiquette rassurante, décorée de feuilles vertes. En lisant les ingrédients, j'ai vu ce que je m'attendais à voir. Huile de colza désodorisée, vinaigre d'alcool, épaississant, stabilisant, arôme, conservateur. Aucun aliment n'y avait vraiment sa place. Rien n'était vivant, ni digeste, ni protecteur. C'était une sauce chimique déguisée en promesse de santé. Car c'est cela qu'on ne dit pas aux personnes âgées. À force de raffiner, d'épurer, de filtrer les huiles, on leur retire toute structure, toute richesse, toute capacité à nourrir réellement. Les huiles industrielles sont souvent extraites à chaud, sous haute pression, puis décolorées, désodorisées et stabilisées avec des procédés qui génèrent des graisses oxydées. Et ces graisses, une fois dans le corps, ne nourrissent rien. Elles enflamment, elles encrassent, elles épuisent le foie, irritent les artères, brouillent les messages hormonaux. Je le dis sans détour. Ce n'est pas la graisse animale d'un œuf bio ou d'un morceau de fromage fermier qui crée les maladies chroniques modernes. C'est la graisse morte des sauces en tube. Et le drame, c'est qu'on l'ajoute pour le goût, sans jamais mesurer son poids métabolique. Je me souviens aussi de Madame Émilie, 69 ans, une femme discrète et raffinée. Elle mangeait très peu. Des légumes vapeur, du riz complet, un peu de poisson. Toujours accompagnée de ces sauces façon crème, achetées en grande surface. Et malgré son régime frugal, elle se sentait lourde après les repas. Sa peau devenait terne, ses analyses montraient des signes précoces de stéatose hépatique. Un foie gras qui s'installe lentement, comme une brume collante dans un corps trop propre. Quand je lui ai demandé de retirer toutes les sauces industrielles pendant 1 mois et de préparer ses propres assaisonnements, elle m'a regardé, d'abord étonnée, puis elle a tenté l'expérience. Huile d'olive vierge extra, un jaune d'œuf bio, un peu de citron pressé, de la moutarde douce. En quelques minutes, elle obtenait une mayonnaise maison, dense, nourrissante, vivante. Rien à voir avec les sauces flasques et sucrées de son réfrigérateur. Et en 2 semaines, elle a commencé à se sentir différente. Moins de fatigue, moins de ballonnement, une sensation de clarté après les repas. Ce n'était pas un miracle, c'était juste le retour à une alimentation compréhensible par le corps humain. C'est cela que j'essaie d'enseigner aujourd'hui à ceux qui veulent bien écouter. Ce ne sont pas les calories qui détruisent la santé, ce sont les substances sans structure, sans histoire, sans vie. Les sauces modernes sont pensées pour durer sur une étagère, pas dans votre organisme. Elles sont conçues pour séduire l'œil, pas pour nourrir le foie. Mais il y a toujours un autre chemin. J'encourage mes patients à redécouvrir les sauces anciennes. Simple, digeste, équilibré. Une sauce au yaourt nature avec de la menthe, une émulsion d'huile de sésame et de vinaigre de cidre, une purée de pois chiches citronnés. Ce sont des condiments qui accompagnent sans abîmer, qui stimulent sans fatiguer. Et surtout, je leur dis, faites peu, mais faites vrai. Vous n'avez pas besoin de 3 sauces différentes. Vous avez besoin d'une seule, bonne, que vous préparez avec vos mains, que vous gardez au frais 2 ou 3 jours, que vous partagez avec ceux que vous aimez. Je le redis ici avec la force de ma conviction. La sauce n'est pas un détail, c'est parfois la goutte qui fait déborder le foie. À un certain âge, il ne s'agit plus de faire la guerre à la nourriture. Il s'agit d'en faire une alliance juste, humble, vraie. Et si vous ouvrez aujourd'hui votre réfrigérateur et que vous voyez ces flacons alignés, colorés, brillants, posez-vous une seule question. Cette sauce-là est-elle faite pour moi ou pour une machine? Et si la réponse vous trouble, alors peut-être, est-il temps de revenir à la cuillère, au bol, au citron, au jaune d'œuf, au sel? Ce n'est pas compliqué. C'est simplement un acte de respect envers votre corps, votre âge et votre héritage culinaire. Je suis médecin. Et je vous le dis avec tendresse. Parfois, la première guérison commence par une sauce que l'on décide de ne plus avaler. Souhaitez-vous que je vous montre comment faire autrement? La suite arrive. Plus les années passent, plus je mesure à quel point ce que nous mettons dans notre assiette est le miroir de ce que nous devenons. À 30 ans, le corps tolère les excès. Il compense, il encaisse, il efface.
Mais à partir d'un certain âge, 60, 65, 70 ans, le métabolisme ne pardonne plus. Ce qui était un petit écart devient un fardeau. Ce qui passait inaperçu devient symptôme. Et dans cette période fragile qu'est le vieillissement, un sujet me revient sans cesse. Le choix de la viande, des œufs et du poisson. Je me souviens d'un homme, Luc, 69 ans, ancien agriculteur. Il venait me voir chaque trimestre, rigoureux sur ses examens, discipliné dans ses habitudes. Chaque jour, il mangeait un œuf de poule en plein air au petit déjeuner. Il l'achetait en supermarché, marqué bio, plein air, poule heureuse. Il croyait faire ce qu'il fallait. Et pourtant, son cholestérol restait instable, sa fatigue s'accentuait et sa tension commençait à monter. Ce n'était pas la faute à l'œuf. C'était la fausse promesse cachée derrière l'étiquette, car aujourd'hui, beaucoup d'aliments portent des mots qui ne veulent plus rien dire. Plein air peut simplement signifier qu'un poulailler industriel a une trappe que les poules ne franchissent jamais. Bio ne garantit pas une alimentation naturelle ou l'absence de stress chez l'animal. Quant à la qualité nutritionnelle de l'œuf, elle dépend de bien plus que du marketing. Elle dépend de la nourriture, du temps de croissance, de la lumière, de la liberté réelle. Ce que j'ai découvert au fil du temps, c'est que la valeur d'un aliment ne réside pas dans son nom, mais dans la vie qu'il a portée avant d'arriver dans votre assiette. Une poule élevée dans la lumière, nourrie d'insectes, de graines entières, et en liberté, produit un œuf riche en oméga 3, en choline, en antioxydants. Une poule nourrie au maïs transgénique, élevée à la chaîne, produit un œuf pauvre, chargé de stress, appauvri en bienfaits. Je le vois aussi dans le choix des viandes. Beaucoup de mes patients pensent bien faire en achetant du filet de porc maigre ou du rhum steak sans gras. Mais ils oublient une chose, ce n'est pas le gras visible qui nuit à la santé, c'est le mode d'élevage. Un animal stressé, engraissé rapidement, gavé de céréales et de médicaments, ne peut pas produire une chair saine, même maigre, même propre à l'œil. Les résidus hormonaux, les perturbateurs endocriniens, les acides gras inflammatoires sont invisibles, mais bien réels. J'ai vu des personnes âgées souffrir de troubles digestifs, de douleurs articulaires, de fatigue chronique, alors qu'elles mangeaient juste un peu de viande blanche cuite à la vapeur. Ce n'est pas la quantité qui fait le poison, c'est la qualité cachée. Le même raisonnement s'applique aux poissons. Trop de seniors que j'ai suivis pensaient bien faire en mangeant du poisson tous les jours. Mais quel poisson? Souvent du saumon d'élevage, du pangasius, du tilapia, des espèces élevées dans des bassins surpeuplés, nourries d'aliments industriels contenant des traces de mercure ou de pesticides. Et dans le cas des poissons de mer, comme le thon ou l'espadon, le risque de contamination au méthylmercure augmente avec la taille et l'âge du poisson. Ce métal lourd, une fois accumulé dans le cerveau, altère la mémoire, provoque des troubles de l'équilibre, de la fatigue inexpliquée, des tremblements. Je me rappelle d'un professeur à la retraite, M. Bernard, qui mangeait du thon presque tous les jours. C'était économique, simple à préparer, riche en protéines. Et pourtant, après 2 ans, il développait des troubles cognitifs légers, un sommeil irrégulier, des pertes d'attention. Ces analyses neurologiques ne montraient rien de flagrant, mais les signes étaient là. En arrêtant le thon et en le remplaçant par des petits poissons sauvages, sardines, maquereaux, truites, sa clarté mentale est revenue, doucement, naturellement. Alors, que conseiller aujourd'hui à un corps vieillissant? Je ne dis pas qu'il faut arrêter la viande, les œufs, le poisson. Je dis qu'il faut les respecter. Les choisir avec rigueur, les cuisiner avec simplicité, les intégrer dans un rythme juste. Pour les œufs, privilégier ceux issus de petits producteurs ou de filières réellement engagées. Savoir d'où ils viennent, observer leur couleur, leur texture. Un jaune riche ne ment pas. Pour la viande, en manger moins mais mieux. Une volaille fermière, un morceau de bœuf élevé à l'herbe, un jarret longuement mijoté, vaut mieux qu'une escalope fade cuite à la vapeur. Le corps reconnaît la vérité de la cuisson lente, des fibres respectées, des chairs non agressées. Pour le poisson, éviter les grands prédateurs marins. Choisir les poissons course de vie, peu contaminés. Les cuire à la vapeur douce, les assaisonner avec du citron et des herbes, jamais les frire ou les carboniser. Et surtout, varier. Le corps a besoin de diversité.
de repos digestif, de pause animale. Intégrer des protéines végétales bien préparées, du tofu artisanal, des lentilles bien cuites, des noix trempées. Ce n'est pas un dogme végétarien, c'est une respiration alimentaire. Je suis médecin. Et ce que je souhaite à chaque personne âgée, ce n'est pas de vivre dans la peur de la nourriture. C'est de vivre dans la connaissance, connaître l'origine, la nature, la manière dont un aliment a été élevé, manipulé, cuit. Parce qu'à cet âge de la vie, chaque bouchée doit être un acte de soin, pas un risque caché. Et si aujourd'hui, vous regardez votre frigo et que vous y voyez de la viande emballée sous vide, du poisson sans trace d'origine, des œufs au marketing brillant, alors peut-être est-il temps d'interroger ce que vous croyez être bon pour vous. Je ne vous propose pas une révolution, seulement un retour à la lenteur, à la simplicité, à la lucidité. Et dans ce retour, je vous le promets, votre corps vous remerciera. Pas par des miracles, mais par des matins plus légers, des digestions plus calmes, une énergie plus stable, un cœur un peu plus serein. Et moi, en tant que médecin, je ne peux rêver mieux. Pendant plus de 40 ans de médecine, j'ai appris que les vérités les plus profondes sont souvent les plus silencieuses. Elles ne crient pas, ne s'imposent pas à la une des journaux, ne se vendent pas en pharmacie. Elles se trouvent dans l'observation attentive du corps humain, dans les récits du quotidien, dans les erreurs répétées en toute bonne foi. Et aujourd'hui, à l'heure de ma retraite, c'est justement ce silence que je veux briser. Non pas par ambition, mais par devoir de transmission. Car ce que je vois depuis des années, ce n'est pas une épidémie de maladies incurables. C'est une lente érosion de la santé, causée par des habitudes modernes que nous avons trop rapidement qualifiées de normales. Nous vivons à une époque où tout va vite. La cuisine, l'information, les décisions. Mais le corps, lui, n'a pas changé. Il est resté lent, précis, sensible, exigeant. Il ne digère pas les additifs chimiques, il ne reconnaît pas les huiles raffinées, il s'épuise face au sucre rapide, il s'irrite devant les aliments sans vie. Et pourtant, chaque jour, des milliers de personnes âgées mangent des produits transformés, pensant qu'ils sont bons simplement parce qu'ils sont populaires ou vendus comme tels. À travers les témoignages de mes patients, Marcel, Colette, Jeanne, Gérard, Luc, j'ai voulu vous montrer une autre réalité. Le mal-être n'est pas une fatalité du vieillissement. Ce n'est pas normal d'avoir mal aux articulations tous les matins. Ce n'est pas normal d'être épuisé après un repas. Ce n'est pas normal de ne plus bien dormir, de ne plus bien penser, de ne plus digérer. Tout cela est peut-être la conséquence d'un corps surchargé, trop souvent agressé par des aliments qui, sous leurs apparences rassurantes, envoient des signaux de déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'agir. Pas en suivant des régimes à la mode, pas en avalant des pilules miracles, mais simplement en reprenant contact avec le bon sens. En choisissant des œufs fermiers d'un petit producteur, en préférant les sardines aux gros poissons, en cuisant doucement nos légumineuses, en remplaçant la mayonnaise industrielle par un mélange maison d'huile d'olive et de citron. Ce sont des gestes simples, mais ce sont des actes de soins, des soins invisibles mais puissants. Et si vous vous demandez « à quoi bon ?» à mon âge, je vous répondrai ceci. Chaque jour gagné sans douleur, chaque matin vécu avec clarté, chaque nuit retrouvée sans crampes ni brûlures, est un trésor. Et ce trésor-là n'a pas de prix. La leçon que je tire de toute une vie passée à écouter le corps humain, c'est que la santé ne s'achète pas. Elle se cultive. Elle se protège par l'attention, par la régularité, par la tendresse envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de devenir parfait. Vous avez besoin de devenir cohérent. Et cela commence dans l'assiette. Alors si vous avez lu jusqu'ici, je vous remercie. Cela signifie que vous avez déjà ce qu'il faut, la curiosité, la volonté, l'humanité. Depuis que vous êtes à la retraite ou que vous approchez cet âge, avez-vous modifié votre façon de manger? A. Oui, j'ai déjà changé certaines habitudes. B. Pas encore, mais j'y pense sérieusement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos réponses inspirent les autres. Elles créent un espace d'échange précieux. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, même un petit déclic, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela m'encourage énormément à continuer ce travail de partage à mon âge.
Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez faire un petit don, même symbolique, pour soutenir ce projet. Car oui, je suis un vieux médecin, mais je donne encore de mon temps, de ma mémoire, de mon énergie, pour transmettre ce qui peut encore éviter de souffrir inutilement. Alors merci, du fond du cœur. À très bientôt pour de nouveaux partages, sincères, utiles et humains.